Bonjour Sonia. Bonjour Isabelle, comment ça va? Oui, ça va bien, ça va bien. Je suis contente de te parler. Oui, moi aussi. Aujourd'hui, on veut parler ensemble de déconfinement et anxiété parce que le déconfinement, on le sait, hein, ça s'en vient, mais ça peut générer beaucoup d'anxiété. Ça va être bien le fun aujourd'hui ce qu'on va faire comme échange à ce sujet-là. Je pense qu'en commençant, on devrait peut-être se présenter. Je vais te laisser te présenter toi-même. Oui, ben écoute, nous on se connaît, mais les gens qui vont regarder notre vidéo qu'on va partager ne nous connaissent pas nécessairement. Alors moi, je suis docteur Isabelle Gagnon. Je suis psychologue spécialisée en enfance, adolescence et famille. Super. Moi, je suis Sonia Côté, je suis ergothérapeute, je suis présidente du groupe Ergo Ressources. Je suis clinicienne avec les enfants. Je vois des enfants au niveau des CPE et des écoles. Je suis également auteure d'un livre qui s'appelle Favoriser l'attention par des stratégies sensorielles. Donc, aujourd'hui, on veut parler d'anxiété et déconfinement. On ne veut pas nécessairement faire un débat de on est pour ou on est contre le déconfinement. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais vraiment plus comment on va vivre le déconfinement. Les enfants, pour beaucoup, vont s'en aller à l'école. On sait qu'il y a quand même une bonne majorité de parents qui sont pour le déconfinement et l'envoi à l'école de leurs enfants. Donc, nécessairement, certains d'entre eux, il y en a qui vont être très contents, très enthousiastes, d'autres vont peut-être vivre de l'anxiété, des craintes par rapport à ce retour-là. Il y a des parents aussi qui ont des questionnements. Ils souhaitent peut-être le retour à l'école, mais en même temps avec beaucoup de craintes et de questionnements. Donc, on va essayer d'aborder ça pour aider les parents à voir le comment gérer cette anxiété-là. Donc, Isabelle, toi, pour toi, la peur, c'est quoi les peurs qu'on vit dans un contexte comme on a aujourd'hui de confinement, déconfinement et transmission d'un virus? Écoute, ça fait quelques semaines, si je ne me trompe pas, 6, que maintenant, là, on est en confinement hein, en vue là, de protéger notre population les plus vulnérables. Fait que être confiné, c'est-à-dire qu'on est en situation d'évitement volontaire. Hein, volontairement, là, on réduit nos contacts sociaux, on augmente la distance entre nous et les gens. Puis ça fait quelques semaines. Alors, c'est normal de ressentir du stress, de l'anxiété à l'idée de se déconfiner parce que le confinement nous procure un certain sentiment de sécurité. Mais je pense que la santé publique a établi qu'il était maintenant peut-être, on pouvait entrevoir en tout cas un horizon où ce qu'on pouvait se déconfiner de façon sécuritaire pour ne pas vivre les effets négatifs du confinement. Quand on y pense, on est coupé de notre famille, de nos amis. Les enfants voient pas ou peu hein, leurs amis. En tout cas, la vie d'avant n'a pas encore repris son cours là, pour les enfants. Puis, dans notre confinement, on est surexposé aux médias qui, malheureusement, ont le petit défaut de nous présenter l'aspect négatif des choses. Vous me direz, oui, oui, sont réalistes, mais quand le négatif prend toute la place du temps d'antenne, ça, nous fait, ça nous fait peur parce qu'on se dit, mon Dieu, c'est catastrophique. Et Puis, en il y a plus, également la place des réseaux sociaux. excuse-moi. Ça va, on n'est pas habitué. Hein? Mais oui, on n'est pas habitué, c'est ça. C'est la première fois qu'on fait ça, donc on s'excuse d'avance des petits croisements comme ça. Oui, puis en plus, les enfants, des fois, vont entendre, par exemple, quand la télé fonctionne à la maison, parce que c'est normal que les parents veuillent s'informer là, dans une situation comme ça, et donc vont écouter la télé, par exemple, en préparant le souper. En tout cas, moi, c'est ce que je fais tous les jours. Donc, les enfants, à la hauteur de leur développement, parce qu'un enfant, moi, je dis souvent, pas parce qu'il parle qu'il comprend tout, hein? À 4, 5 ans, les enfants ne saisissent pas nécessairement tous les enjeux, mais vont voir des images pour lesquelles ils vont se questionner, mais pour lesquelles ils ne poseront peut-être pas la question. Donc, on va avoir des craintes qui peuvent arriver sans nécessairement qu'on ait, nous, euh, provoqué ça. Oui, tu sais, malgré nous, comme parents, on a nos inquiétudes, on cherche l'information, on écoute religieusement les points de presse hein, pour connaître l'évolution de la situation. Puis par la bande, bien, les enfants, ils sont exposés.
selon l'âge de l'enfant, puis selon le type d'enfant qu'on a, bien, ça peut avoir des effets positifs, mais aussi des effets négatifs, en lien avec leur stade de développement et de comment eux comprennent là, les choses. Puis il y a tout le climat d'incertitude aussi. Hein? La réalité, c'est que partout dans le monde, on sait un peu comment ça évolue par rapport à ce fameux coronavirus-là, mais il y a beaucoup d'incertitudes dans le sens où est-ce qu'il y a des deuxièmes vagues ou pas, est-ce qu'on en guérit ou pas, est-ce qu'on est immunisé ou pas. Puis la communauté scientifique n'a pas toutes les réponses. Alors, on se déconfine dans un certain climat d'incertitude, puis ça, bien, ça peut ajouter à notre anxiété, c'est sûr. Tout à fait. Puis en plus, les enfants, ils savent qu'ils vont retourner à l'école, mais tout dépendant de leur âge aussi, ils n'ont pas une réelle notion de temps. Le temps, ça va se développer jusqu'à l'âge de 8 ans. T'sais, à titre d'exemple, là, vers 4, 5 ans, 6 ans, on infère le temps. Ça veut dire qu'on sait qu'on est proche du dodo parce qu'on a soupé, on a pris notre bain, puis que là, on s'en va bientôt se coucher. Donc, on va estimer le temps en fonction des événements de notre journée. Donc, c'est un petit peu comme Noël. Hein? Souvent, je dis à Noël, ils savent qu'il va y avoir quelque chose d'extraordinaire qui va se passer, mais ils ne savent pas c'est quand et c'est là que leur anxiété va augmenter. Donc, si l'enfant comprend plus ou moins le temps, il sait que ça s'en vient, mais il ne sait pas quand. Quand, en plus, là, maintenant, on a une date, mais on n'avait pas de date et juste des oui-dire là, jusqu'à lundi, finalement. Mm-hmm. Mm-hmm. Fait que là, la question se pose, comment qu'on aborde ça, hein, le déconfinement? Si on veut prendre ça par le début, là, moi, il y a une image que j'aime utiliser. Si on parle ici des besoins des enfants, c'est l'image du masque à oxygène. Hein? Dans un avion, on nous dit, bien, si il arrive quelque chose, le parent doit mettre son masque à oxygène sur sa propre bouche avant de le mettre sur le masque de son enfant. Fait que ça nous dit, l'important comme parent, c'est de s'occuper de soi. Puis ça, hein, c'est dit, c'est écrit partout, c'est important de prendre soin de soi, d'avoir une vie équilibrée. Mais là, concrètement, comment on fait ça? Atteindre l'équilibre en soi comme parent avant toute chose pour être le plus possible disponible pour notre enfant. Super. Et puis, as-tu des stratégies qu'on peut utiliser pour faire tout ça? Oui, il y a une chose, c'est toute la question de la gestion du stress. Les grands classiques, sommeil, pause, bonne alimentation, exercice physique, puis je m'en suis rajouté un cinquième maintenant, c'est gestion des temps d'écran. Puis ça, c'est pas juste pour les enfants, c'est aussi pour nous, les parents. Il faut garder le contrôle sur notre propre temps d'écran. Fait que moi, il y a comme ces 5 axes-là. En ce moment, c'est connu que durant la période de confinement, la qualité du sommeil en général, que ce soit pour les parents, pour les enfants, la qualité du sommeil a diminué un peu. Puis ça peut impacter notre régulation émotionnelle. D'où je pense plus que jamais l'importance de compenser avec d'autres moyens sur lesquels on a peut-être un peu plus de pouvoir, prendre des pauses, exercice physique, prendre des marches. Hein? On a notre premier ministre qui nous dit aller prendre une marche, ça fait du bien. Moi, je l'ai ressenti. En tout cas, quand je vais prendre une marche, là, ça me calme beaucoup plus qu'avant la pandémie. La gestion d'écran, bien ça c'est difficile. Moi, personnellement, j'ai de la misère à garder le contrôle parce que je veux tout le temps être au courant de toutes les nouvelles, mais quand je sens là, que je commence à être plus inquiète, là, je me dis, bon, c'est le temps de faire autre chose. Là. Fait que ça ressemble à ça. Tout à fait. Au niveau du sommeil, l'anxiété va souvent se manifester par une difficulté au niveau de l'endormissement. Donc, l'enfant va être incapable de s'endormir dans un délai raisonnable. Donc, ça peut être un signe avant-coureur que quelque chose va peut-être pas. Peut-être qu'au début, peut-être qu'il dormait bien, puis que là, tout d'un coup, il se met à plus dormir. Ça se peut que ce soit parce que, justement, il est anxieux. Et là, à ce moment-là, nous, en ergothérapie, quand on travaille la gestion de la routine, hein, parce qu'un ergothérapeute, ça travaille l'autonomie et beaucoup les routines. Moi, je dis souvent
on est ceux qui cherchent le détail qui fait la différence. Donc, dans la routine, comment notre routine est faite pour qu'on soit capable de favoriser l'endormissement. Donc, si on voit qu'un enfant a de la difficulté, peut-être que de remettre une routine beaucoup plus habituelle, celle qu'on avait à l'école, par exemple, pourrait les aider au niveau de l'endormissement. Et plus ils vont avoir une bonne qualité de sommeil, et plus l'anxiété aura moins d'impact sur eux. C'est comme une espèce de cercle vicieux négatif. Pour ce qui est de l'exercice, évidemment, les enfants en ont besoin. Moi, je dis toujours que si les parents et les enfants allaient jouer une demi-heure par jour dehors, beau temps, mauvais temps, qu'on n'aurait plus besoin d'ergothérapeute au Québec, c'est vraiment quelque chose qui, au niveau des données scientifiques, dit aller jouer dehors. C'est vraiment très, très bon. Nos enfants qui ont des besoins particuliers, comme par exemple le trouble déficitaire de l'attention, plus ils sont exposés à la nature, à aller jouer dans le bois, plus leur niveau d'attention même va être favorisé par ça. Donc, pour la gestion de l'anxiété, c'est un peu la même chose. Pour les enfants, vous savez, l'enfant, quand il naît, la première année de sa vie, il est vraiment en développement moteur. Donc, il aborde la vie par le moteur. Après, il ajoute le langage, puis après, le raisonnement s'installe. Bon, ça se fait tout aussi un peu en parallèle, mais globalement, c'est ça qui se fait. Donc, quand l'enfant est anxieux, donc plus au niveau de l'émotion, du cerveau cognitif, si on veut, bien, plus quand on le ramène dans son moteur, plus il peut exulter cette anxiété-là et la faire ressortir. Donc, bouger, 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 c'est vraiment un bel antidote à l'anxiété. Écoute, je suis totalement d'accord. Moi, je dirais ici au niveau, par exemple, des traitements de la psychothérapie pour les enfants qui font de l'anxiété, c'est toujours une de mes premières recommandations, c'est l'exercice physique. J'ai tellement donné ce conseil-là souvent, je me suis déjà demandé pourquoi j'étais en psychologie. J'aurais dû être éducatrice physique parce que je le dis constamment, c'est comme une autoroute pour diminuer l'anxiété puis améliorer le sommeil. Puis, tu sais, il y a des enfants que c'est facile pour eux de faire l'exercice parce qu'ils ont comme un petit moteur intérieur, ils bougent tout le temps. Mais il y en a d'autres, des fois, qui sont moins sportifs, puis ça les intéresse moins. Puis c'est ceux-là, je dirais, qui sont plus à risque de développer des problèmes de sommeil là, ou des difficultés en lien avec l'anxiété. Mais dans tous les cas, c'est bénéfique pour tout le monde. Ça fait du bien aussi aux parents hein, de bouger un peu. Puis là, le beau temps s'en vient, et que ça va être encore plus facile. Là. Ouais. Tout à fait. Puis je te dirais aussi que encore plus, c'est intéressant de faire de l'exercice physique, mais sans nécessairement de faire des choses qui soient dirigées. Actuellement, Pas la performance, là, pour le plaisir. Pour le plaisir de bouger, de niaiser, de lâcher son fou. C'est pas l'idée de performer là, ou d'être obligé. Là. Exactement. Et que l'enfant ait le choix de l'activité physique qu'il va décider de faire, ça va être vraiment très, très bénéfique pour lui. Actuellement, le confinement, parce qu'on dit des fois qu'il y a des choses positives qui ressortent de ça aussi, il faut le trouver. Et le fait qu'il y ait moins d'activités dirigées lui permet d'être beaucoup plus dans le jeu libre, actif et initié par l'enfant. Ça, c'est une donnée au niveau scientifique, là, ça sort de plus en plus que c'est ça que nos enfants ont besoin. Laissez-les bouger libres. On s'en occupe pas nécessairement, on les laisse s'occuper. Puis tous ceux qui viennent vous voir en disant « Ah, je sais pas quoi faire, maman », ben suggérez-leur de, je sais pas moi, laver le plancher, faire la vaisselle, sortes d'activités qui vont dire ben non, ça me tente pas. Donc là, ils vont retourner puis ils vont faire jouer au soccer, se faire un fort, se faire une cabane. Ça va vraiment développer leur créativité, ça va les aider là, à faire de la résolution de problèmes, etc., etc. Et vous aurez du temps pour vous occuper de vous et avoir votre masque d'oxygène, comme tu dis, Isabelle. Oui, bien, c'est sûr que là, en étant confinés, on a peut-être laissé les enfants faire des activités dans la maison qu'on faisait pas, qu'on n'autorisait pas normalement avant. Moi, je sais bien, chez nous, c'est devenu quasiment un terrain de Ninja Warrior. Il y a des traces de pieds, de mains par tous ces murs parce que, mon Dieu, il y avait besoin de bouger. Puis oui, on allait dehors, mais
c'était pas toujours possible là, non plus, là, tu sais. Mais ça, c'est un changement de routine, tu sais, pour les enfants, tu sais, qui n'étaient plus à l'école, qui étaient à la maison, parce qu'ils restent qu'à l'école, là, dans les récréations, les cours d'éduc, ça bougeait peut-être un petit peu plus là, qu'à la maison, là, tu sais, surtout quand les parents travaillent et sont occupés à autre chose. Oui, tout à fait. Si, j'ai même fait, on a fait récemment une infolettre Bouger à l'intérieur. Donc, si ça vous intéresse, allez sur notre site Internet GER-ergo.com. On a fait une série d'idées là, pour les enfants scolaires, pour les enfants en CPE, de niveau CPE, je veux dire. Donc, allez là pour vous trouver des idées pour bouger à l'intérieur. Là, c'est sûr que le beau temps va nous permettre d'aller plus à l'extérieur, mais bouger, ça peut se faire de belles façons. Il y a plusieurs activités qui peuvent être faites à la maison. Super. Écoute, un deuxième aspect, c'est un coup qu'on a mis notre masque à oxygène comme parents, puis qu'on a travaillé un peu l'équilibre sans viser la perfection, hein, c'est sûr, mais on répond aux besoins de notre enfant puis de notre famille en particulier. Et le deuxième axe, c'est de regarder, bon, ben, mon enfant, lui, comment il vit ça? Et moi, comme parent, je peux avoir une vision, une certaine crainte, un ressenti, une hâte peut-être, mais mon enfant, lui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a compris de toute cette situation-là? Tu sais, par exemple, les enfants, en majorité, n'ont pas été dans les épiceries ou les pharmacies en ce moment, hein, avec la limite d'une personne par famille. Là, on déléguait un membre adulte de la famille pour y aller. Fait que l'enfant n'a peut-être pas vu les plexiglas apparaître, n'a peut-être pas nécessairement vu des gens porter un masque, hein, pour protéger les autres, là. Fait que il va y avoir des nouveaux tours. Les enfants ont vu, par contre, les parcs qui étaient fermés avec le ruban jaune, hein, un peu comme une scène de crime. Qu'est-ce que notre enfant a compris de tout ça? Est-ce qu'il a compris que ces mesures-là, c'était vraiment pour protéger nos populations vulnérables et que c'était pas parce que les enfants eux-mêmes là, représentent un danger? Fait que c'est de questionner notre enfant sur, ben, toi, qu'est-ce que tu as compris? Comment tu vois ça? Comment tu te sens à l'idée de retourner à l'école, puis d'aider notre enfant à partager ses craintes sans jugement, sans lui dire ben non, puis de le réconforter trop rapidement. Hein? On le laisse s'exprimer, puis de voir comment il ressent tout ça, si lui a des questions ou des inquiétudes à nous partager. Parce qu'encore là, les enfants, c'est des petites éponges, ils peuvent absorber certaines informations ou des émotions des adultes, ils les absorbent, mais selon leur niveau développemental, ils ne les comprennent pas nécessairement. Alors, nos enfants ont peut-être été témoins de parents qui sont stressés, qui ont des inquiétudes sur le plan financier, sur le plan de la santé, qui ont des inquiétudes pour des grands-parents, mais l'enfant n'a peut-être pas encore tout intégré ça. Fait aider l'enfant à intégrer l'information, puis de répondre à ses questions sans en dire plus qu'il en demande, mais en lui donnant là, une information réaliste ou peut-être défaire des interprétations que l'enfant s'est construites. Comme par exemple, les enfants jeunes, très jeunes, vont avoir tendance à ramener les trucs à eux puis de dire « c'est de ma faute ici hein? ». Là, en ce moment, dans les maisons, il peut y avoir eu plus de conflits dans les couples, dans les familles, en lien avec le stress. Le jeune enfant peut avoir tendance à se mettre comme responsable. Il faut peut-être juste aller voir là, comment l'enfant comprend cette situation-là puis de rajuster le tir aux besoins. Puis si on le questionne puis il ne nous répond pas, y a-t-il d'autres moyens qu'on pourrait aller chercher cette information-là? Bien, moi, je dirais, quand on veut avoir une conversation comme ça avec un enfant, tu sais, s'asseoir en face à face, là, puis bon, là, on va se parler. La plupart du temps, ça ne marche pas parce que c'est comme, oh mon Dieu, mon enfant, mon parent veut me parler. C'est plus, tu sais, en cours d'une activité, puis d'avoir une conversation naturelle. C'est de converser, de montrer de l'ouverture, mais dans une activité de faire quelque chose. C'est beaucoup plus facile pour eux d'en parler. Puis il faut envisager aussi la possibilité que notre enfant, c'est possible qu'il ne nous parle pas parce qu'ils veulent nous protéger aussi. Hein? Si l'enfant craint une réaction négative de notre part,
il va vouloir nous économiser parce qu'ils sont comme ça, hein? Nos petits magiciens, nos petits magiciennes sont des éponges, mais ils sont sensibles à l'autre, puis hein, ils veulent pas là, causer là, plus de soucis à leurs parents. Fait que d'où l'étape première de préparation, nous, notre masque à oxygène avant, là, pour être le plus possible là, réceptif. Mais choisir le bon moment puis le bon contexte là, pour avoir là, cette conversation-là. Très intéressant. Ça peut être aussi peut-être par des dessins ou par des jeux des fois à travers faire parler la poupée, ce genre de choses-là. Là. Ça, c'est des classiques qu'on va utiliser. Moi, C'est j'ai classique de dessiner le coronavirus. Il y a eu la dessinatrice, là, Élise Gravel, là, qui a fait des petites activités dans ce sens-là. Là, dessine-moi ton virus, dessine-moi un remède. Hein? C'est une façon là, de symboliser un peu là, cette peur-là collective qui nous habite. D'ailleurs, moi, comme moi, j'ai vu beaucoup sur mes réseaux sociaux, puis je l'ai vu chez mon propre enfant, cette idée-là de faire des cabanes dans le salon, puis de jouer à se protéger du virus. Puis là, je suis protégée, je suis dans ma cabane, je suis en sécurité. Hein? Moi, je le vois vraiment comme une symbolisation chez les enfants, là, de dire, bon, ben, je joue mon besoin de sécurité puis mon besoin de protection. Mais là, avec le déconfinement, on va dire, bon, ben là, c'est le temps de sortir de la cabane, puis on va s'y préparer. T'sais. Fait que là, ben, rendu là, comment qu'on se prépare? Là, c'est la troisième étape, c'est de se préparer là, au jour J. Là. Ça va varier selon les âges, selon les régions. Ça peut varier aussi selon l'évolution hein, des consignes de la santé publique. À ce stade-ci, on ne le sait pas. Mais ça va arriver à un moment donné. Fait que le jour du retour à l'école, comment qu'on s'y prépare? Ben, moi, j'aime l'idée de préparer notre enfant, de dire, bon, ben, on va se faire une image, on va se faire un scénario de comment ça va se passer cette journée-là, à quelle heure qu'on va se lever, ce genre de choses-là. Tu sais, de parler à l'avance de la routine puis qu'on ait un visuel de comment ça va se passer. Ça, c'est quelque chose qui aide les enfants à être rassurés. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? bien, en fait, la routine, c'est une clé très importante. Il ne faut pas qu'elle soit trop rigide, cette routine-là. Là. Tu sais, des fois, là, la brosse à dents, le brossage de dents doit absolument se faire avant telle autre tâche. Euh, dans une certaine souplesse de la routine, parce qu'il peut y avoir toujours des imprévus, je pense que elle est très, très importante. Puis tantôt, tu parlais d'équilibre. Mais l'équilibre occupationnel, qu'on va dire en ergothérapie, est très important. Tu sais. Dans le fond, un équilibre entre le temps que je passe pour faire mon travail, le temps que je passe pour faire le ménage et toutes les tâches que j'ai à faire comme parent, le temps que je passe à jouer avec mon enfant, bien, c'est un peu la même chose aussi pour l'enfant. Tu sais, passer tout son temps à jouer à des jeux vidéo, des tablettes versus aller jouer dehors. Tout ça, c'est toute une question d'équilibre. Et plus on va être en équilibre dans tout ça, bien, ça va nous amener des routines aussi. On va faire une certaine routine à travers cet équilibre-là. Et c'est ce qui va nous aider le plus facilement à reprendre la vie. On ne peut pas dire normale à ce stade-ci du déconfinement, mais un semblant de vie normale, la routine va nous aider. Donc, si là, on sait hein, dans combien de temps on retourne à l'école, pour ceux qui vont y retourner, donc ça peut être de commencer à instaurer une routine. Pour ceux qui ne retourneront pas, il va y avoir plus peut-être d'éducation à la maison. Donc, peut-être aussi élaborer une routine, que l'enfant sache que les devoirs, ils se font toujours à cette heure-là. Ça va vraiment l'aider à être plus engagé dans ses apprentissages. Puis pour ce qui est des apprentissages, si je peux me permettre de glisser un peu sur ce sujet-là, ça peut être le fun aussi, là, surtout pour les enfants qui ont des besoins particuliers, par exemple, où l'attention peut être difficile, ou la capacité à rester assis un long moment peut être difficile. Quand on fait des périodes d'apprentissage, ça peut être très intéressant de varier les contextes. Hein? Aller lire dehors, faire une dictée à plat ventre sur la trampoline, faire un jeu d'ordinateur avec AlloProf pour apprendre des mots de vocabulaire ou encore sauter en apprenant les multiplications. Je pense que ça peut être une belle façon de varier les apprentissages. Puis la période de jeu peut être vraiment un moment d'apprendre. Moi, j'ai souvent donné l'exemple du Monopoly.
Le Monopoly qui est tellement riche en termes d'apprentissage. Tu sais, donne-moi 200 $. 200 $. Donc, ça peut vraiment par diffère. Et puis, on pourrait faire un sujet juste sur ça. Oui, c'est un autre sujet, l'importance du jeu comme source d'apprentissage, mais aussi comme source de développement affectif. Là, le jeu, c'est tellement important, hein, c'est magique, mais on pourrait faire un autre entretien comme ça sur le jeu. Oui, ça pourrait être super intéressant. Puis comment on peut glisser des apprentissages sans avoir à être très formel là, dans le style d'apprentissage. Mais pour revenir à la routine, là, plus on va amener la routine, et comme je disais tout à l'heure en début d'entretien, le temps n'est pas concret. Donc là, eux autres, ils ont une date, mais ça ne veut pas dire qu'ils la comprennent, cette date-là. Donc, tout dépendant de votre enfant, vous le connaissez, moi, justement, vous êtes le professionnel de votre enfant, essayez de voir comment imager ce moment-là et créer une espèce de routine pour arriver au jour J tout à fait prêt. Écoute, Sonia, je te remercie énormément pour cet entretien-là. Hein, ça faisait longtemps qu'on se disait qu'il faudrait faire là, ce type de projet-là ensemble, là, puis de partager de l'information en lien avec l'ergothérapie et la psychologie. On va dire que ça a été un des effets positifs du confinement, hein, c'est que ça nous a dit bon, on accélère ça, hein, c'est le temps plus que jamais. Hein, les gens ont besoin là, de ce type d'informations-là de qualité. Alors, je te remercie énormément. Mais moi aussi, effectivement, on s'est jeté à l'eau. Fait que, on va entendre les commentaires des gens, hein, ça peut être intéressant. On peut peut-être donner info à commercial GER-ergo.com si jamais les gens ont nos pages Facebook. Moi, c'est Groupe Ergo Ressources Pédiatrie. Toi, la tienne, ça s'appelle comment? Moi, c'est Clinique de psychologie familiale d'Émile-Île, CPFMI. Alors, le site web, c'est www.cpfmi-psychologue.com. Anyway, on va trouver une façon là, de publier cette vidéo-là puis de mettre des informations par écrit en dessous là, pour que les gens puissent retrouver plus facilement. Puis peut-être nous proposer des sujets. Hein, qui sait, ça va peut-être devenir une routine pour nous d'avoir ce type d'échange-là. Tout à fait. Fait qu'on va attendre les suggestions, les commentaires avec humilité. On fait ça vraiment pour aider les gens. Donc, on espère que ça a été aidant. Bien, merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour tout le monde. Merci.